Je vais prendre la parole quelques instants pour dire que je suis très heureux de vous présenter ce nouveau webinaire qui porte donc sur le droit des données personnelles en cabinet d'avocat. Et je vais très rapidement laisser la parole aux trois intervenants d'aujourd'hui, qui sont donc Anne Debay, professeure de droit privé et qui est également membre de la CNIL, Léon Patrice Sarr, qui est un confrère, et qui est membre de la commission des données personnelles au Sénégal. Vous m'arrêtez dès que je dis une bêtise, hein, vous n'hésitez pas à me reprendre. Et enfin, Jean-François Enroth, que l'on ne présente plus à la CIB et qui, sauf erreur de ma part, est co-rédacteur d'un ouvrage sur la protection des données à caractère personnel en RDC. Et je vais donc laisser les clés du webinaire à Jean-François, tout en me laissant la possibilité éventuellement d'intervenir, sachant que un peu plus tard, le bâtonnier Vattier va se connecter. Et là, il a une impossibilité pour le moment, mais il devrait se connecter dans une petite demi-heure. Et je suis sûr qu'il aura des questions à vous poser. Jean-François, à toi de jouer. Merci beaucoup. Je vais vous partager mon écran. On a préparé quelques diapositives avec Maître Sarr. Nous allons avoir un exposé sur la protection des données, comme on l'a dit, mais comme Laurent l'a rappelé, je suis aussi administrateur de la CIB et président du congrès de la CIB à Liège cette année, qui aura lieu du 29 novembre au 1er décembre. Donc, je me fais un devoir de vous rappeler que vous pouvez toujours vous inscrire jusqu'au 6 novembre à ce congrès. Il y a un site dont vous voyez l'adresse Internet qui vous permet de prendre des renseignements et de vous inscrire. Mais néanmoins, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de protection des données à caractère personnel. Et donc, on vous propose un exposé en 6 points. La première partie aura trait à la question de savoir c'est quoi une donnée à caractère personnel, c'est quoi un traitement de données à caractère personnel, pour déterminer le champ d'application des législations. Alors, vous êtes issu de plein de juridictions, donc l'idée n'est certainement pas de vous parler, moi en tant qu'Européen, du RGPD ou uniquement de la législation du Sénégal pour Maître Sarr. L'idée, c'est de dégager des principes qui vous permettront de mieux appréhender la législation nationale ou internationale qui s'applique dans votre pays. Et donc, on fera un petit panel des législations. Mais on viendra très vite sur la base des nécessités des traitements, les grands principes applicables en matière de protection des données, ainsi que les droits des personnes concernées, les personnes qui sont protégées par ce type de législation, pour enfin en venir aux obligations du responsable du traitement et les contrôles et sanctions. Et ce sera alors pour nous l'occasion de céder la parole à Madame Debay, qui parlera de deux aspects. Un, de partenariat avec le CNB, qui est l'Association nationale française des avocats, et donc un accompagnement de l'autorité de contrôle, mais également, parce que c'est de plus en plus le cas, les contrôles et les sanctions qu'il peut y avoir en Europe par la CNIL, qui est une des autorités nationales de protection. C'est une autorité française, mais elle vous en parlera plus avant. Nous parlons donc de législations qui sont applicables à tout traitement de données à caractère personnel, automatisées en tout ou en partie, euh, ou non automatisées, mais alors dans ce cas, dans un fichier. Alors, c'est quoi une donnée à caractère personnel? C'est une information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable. Et donc, vous avez, par exemple, une base de données avec le parc automobile d'une société. Eh bien, toutes ces voitures qui sont répertoriées dans la base de données ne sont pas des données à caractère personnel. Par contre, si vous dites ce véhicule Citroën appartient à Jean-François, vous rapportez cette information à une personne physique identifiée. Et donc, la voiture Citroën devient une donnée à caractère personnel parce qu'elle est rapportée à cette personne physique. Alors, vous pourriez dire, je n'ai pas envie que la législation soit applicable, et donc je vais répertorier mes véhicules, mais uniquement par plaque d'immatriculation.
Et là, vous voyez que la seconde partie de la définition, c'est personne physique identifiée ou identifiable. Alors, vous comme moi, vous n'avez pas accès au registre des plaques d'immatriculation, mais c'est techniquement possible, donc c'est identifiable, et donc c'est toujours bien une donnée à caractère personnel. Et donc, ce qui est important de voir, c'est qu'on parle d'une personne physique, pas d'un consommateur. Parce que souvent, on se dit, ben, c'est des données professionnelles, elles ne sont pas protégées. Pas du tout. C'est seulement si c'est une personne morale. Les données d'une personne morale, elles, ne sont pas des données à caractère personnel. Et donc, si vous prenez l'exemple d'une adresse email, vous avez l'adresse de ma collaboratrice, où on voit son initial et son nom à partir de ce moment-là, c'est une donnée à caractère personnel. Si c'est info at le nom de mon cabinet, là, ce n'est pas une donnée à caractère personnel. Ces données à caractère personnel doivent être traitées. Et le traitement, c'est une définition qui est très large. Supprimer une donnée à caractère personnel, c'est un traitement. La regarder, c'est un traitement. La transférer, tout est un traitement. À partir du moment où la donnée est dans un outil informatique, vous pouvez considérer il y a forcément traitement, et donc traitement de données à caractère personnel, et donc législation applicable. Qu'en est-il pour les avocats? Madame Debay reviendra sur cette question en disant que cette législation nous est évidemment applicable. Pourquoi? Parce qu'on traite les données de nos clients pour gérer leurs dossiers, pour facturer nos prestations, pour les inviter à des événements, pour leur envoyer des lettres d'information si on le souhaite. On traite aussi les données de nos confrères, les données de l'adversaire de nos clients, des magistrats, des huissiers, de notre personnel, de nos collaborateurs. Tout ça, ce sont des traitements de données personnelles qui ont lieu dans notre cabinet. Et donc, on va devoir respecter la législation applicable en notre pays, sauf si on est dans des exceptions. Dans le cas du RGPD, mais c'est dans beaucoup de législations comme ça, si c'est une activité strictement personnelle ou domestique, la législation ne s'applique pas, mais nous parlons bien ici d'un cas professionnel, donc cette exception ne va pas fonctionner. Et le fait de n'avoir les données que sur papier, mais a priori, vous êtes tous connectés via Zoom, donc vous êtes plutôt des confrères, des consoeurs qui travaillent dans le numérique, mais en admettant que vous ayez encore des dossiers papier, il faudrait qu'ils soient non organisés. Et je ne pense pas qu'un confrère ou une consoeur ne classe pas ces papiers, donc il n'y a pas d'exemption pour les avocats. La législation trouvera à s'appliquer. En Europe, le début de la protection des données, il y a un début avec la loi informatique et liberté en France, mais le grand début, c'est la Convention 108 en 1981 qui vient d'être mise à jour. Pourquoi? Parce qu'on a pris un règlement dont vous avez sans doute entendu parler, le RGPD, en 2016, qui actualisait une directive. Mais je vais laisser la parole à Léon Patrice, qui va vous parler, lui, des législations applicables en Afrique. Merci Jean-François. Alors, en Afrique, on va commencer d'abord par la convention de Malabo, qui est une convention à vocation africaine. Cette convention a été adoptée en 2014. Malheureusement, la convention n'est entrée en vigueur que le 8 juin 2023. Donc, il y a de cela seulement quelques mois, parce qu'elle était en attente de 15 ratifications et la convention a mis beaucoup d'années à être ratifiée. Pourquoi? Parce que simplement la convention de Malabo a été beaucoup critiquée sur ses aspects relatifs à la lutte contre la cybercriminalité. Les réalités en termes de cybersécurité n'étant pas les mêmes dans tous les pays en Afrique, on a considéré que la convention de Malabo était allée un peu trop loin sur la souveraineté des États en matière de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, ce qui a fait que la convention a eu du mal à être ratifiée. Le dernier pays l'ayant ratifié, c'est la Mauritanie. Et c'est grâce à la Mauritanie que la convention de Malabo est finalement entrée en vigueur. Cette convention de Malabo a eu un ancêtre dans la zone CEDEAO, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de l'acte additionnel du 16 février 2010 relatif à la protection des données à caractère personnel. Ce texte, à l'instar de la Convention de Malabo, constituait un engagement pour les différents États consistant à mettre en place
que ce soit en Afrique ou dans l'espace CEDEAO, une réglementation relativement à la protection des données à caractère personnel. Euh, les États ont suivi, puisque, comme vous le voyez là, beaucoup d'États ont adopté une réglementation sur la protection des données à caractère personnel, que ce soit des lois isolées ou que ce soit dans le cadre d'un code beaucoup plus global, comme ça a été le cas en RDC et au Bénin, où on a adopté un code du numérique. Vous le verrez aussi que le Sénégal a eu sa loi depuis 2008, c'est une des lois les plus anciennes. Et le propre en Afrique, globalement, des lois relativement à la protection des données personnelles, ce sont des lois, à l'exception de la RDC, à l'exception du Bénin, qui ont des lois beaucoup plus proches ou parfois même calquées sur le RGPD. Nous avons tous une réglementation aujourd'hui qui est complètement obsolète, ou en tout cas sur beaucoup de points qu'il est, mais au moins il existe un cadre de protection des données à caractère personnel dans la plupart des pays africains, dans la plupart des pays d'Afrique francophone aujourd'hui. Bien. On a une législation et on a différents acteurs. Le premier acteur auquel on doit penser, c'est les personnes concernées. C'est les personnes qui sont protégées par ces législations. C'est les personnes dont les données personnelles sont traitées. Deuxième acteur, c'est le responsable du traitement. Et c'est à lui que les législations vont faire un certain nombre d'obligations. Alors c'est la personne qui, seule ou conjointement, détermine les finalités et les moyens du traitement. C'est donc une sorte de chef d'orchestre des traitements de données à caractère personnel. Comment est-ce qu'on voit que quelqu'un, alors je dis quelqu'un, ça peut être une société, si votre cabinet est sous forme de société, c'est elle qui sera le responsable du traitement, eh bien, il va déterminer les finalités, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on traite les données à caractère personnel. Si je demande une adresse email à mon client et je vais lui dire pourquoi. Eh bien, c'est pour pouvoir vous envoyer mon projet de conclusion et pouvoir communiquer avec vous. Alors, je peux l'utiliser pour d'autres finalités. Ça pourrait être par exemple envoyer une lettre d'information, mais alors je dois lui dire. On reviendra sur cela. Donc, je détermine en tant que responsable de traitement les finalités. Mais je vais aussi déterminer les moyens. Comment est-ce que je vais faire mes traitements de données interpersonnelles? Quel outil informatique, par exemple, je vais utiliser pour envoyer ma correspondance? Quels sont les serveurs informatiques que je vais utiliser pour envoyer les emails dont je vous ai parlé? Et justement, on a souvent besoin dans les cabinets de sous-traitants parce que nous n'avons pas forcément les compétences informatiques. Et donc, dans cette hypothèse-là, c'est la personne physique ou morale qui traite les données personnelles pour le compte du responsable du traitement. Donc, en fait, il y a un chef d'orchestre qui demande à un sous-traitant de faire quelque chose, mais c'est toujours en réponse à cette demande et c'est sous ces instructions. On verra un petit peu plus tard qu'on va même formaliser un contrat avec ce sous-traitant. Et donc, qu'en est-il pour un avocat? Eh bien, l'avocat ou son cabinet est le responsable de traitement. C'est lui qui va déterminer les finalités et les moyens de traitement. Les clients, les confrères, les magistrats sont des personnes concernées. L'avocat collaborateur va être un sous-traitant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il obéit sur l'instruction du dominis litis. Et les prestataires que sont les informaticiens, les comptables, sont eux aussi des sous-traitants. Alors, troisième aspect, pour pouvoir faire ce traitement, il doit être légal. Et quels sont les fondements pour le traitement de données interpersonnelles? Vous entendrez beaucoup de gens penser qu'il faut pour ça que les gens consentent. Alors, ça dépend des législations. Au Rwanda, on ne peut traiter les données que s'il y a un consentement. Mais dans la plupart des législations, en réalité, il y a d'autres fondements et il faut se tourner vers ces autres fondements parce qu'il n'y a rien de pire que le consentement. Il faut le gérer, ça se donne, ça se retire. Il vaut mieux un autre fondement. Dans le cas d'un avocat, en réalité, le fondement de la plupart des traitements de données, c'est l'exécution d'un contrat. C'est le contrat que j'ai avec mon client qui me demande de le représenter. C'est le contrat de mon collaborateur dont je traite les données pour le pays ou ma secrétaire.
Parfois, on aura besoin d'une loi, et si on pense à mon pays, les traitements des données fiscales sont informatisés, et donc, fatalement, je ne vais pas consentir à ce qu'on traite mes impôts, mes données pour que je paye mes impôts. Donc, ici, c'est une loi qui sert de fondement à l'administration de l'impôt. Il peut y avoir des intérêts vitaux. Ça, c'est les médecins qui peuvent accéder à vos données médicales pour vous sauver, même si vous êtes dans le coma. Vous ne devez pas signer un contrat pour qu'il y ait un traitement de données. C'est forcément l'intérêt vital qui va jouer. Les missions d'intérêt public, là, on pense plutôt aux administrations publiques qui ont des missions qui justifient ces traitements. On a également l'intérêt légitime, et ça, c'est un peu l'équivalent de l'abus de droit, qui est un peu une notion fourre-tout. Quand on ne sait pas qu'invoquer, on invoque l'abus de droit, eh bien, ça peut être aussi l'intérêt légitime. L'intérêt légitime, c'est votre intérêt légitime à traiter le domaine interpersonnel. Mais le souci, c'est qu'il y a une balance à faire avec le droit des personnes concernées. Donc, c'est soumis à un aléa. Donc, ce n'est pas le fondement le plus sûr pour utiliser. Et évidemment, il y a le consentement. Vous voulez envoyer une lettre d'information à des gens qui ne sont pas vos clients, à des prospects, eh bien, il faut qu'ils aient consenti, qu'ils aient souscrit à votre newsletter avant que vous puissiez leur envoyer cette newsletter. Vous signalez quand même, on a parlé de données interpersonnelles, en réalité, il y a encore, quelque part des données interpersonnelles de premier niveau, l'adresse email, le numéro de compte bancaire, votre nom, votre prénom. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est les données sensibles, c'est-à-dire et particulières. Donc, il y a les données pénales, les données médicales, les données politiques, syndicales, de discrimination sexuelle. Ça, ce sont des données dont le traitement est en principe interdit. Mais heureusement, il y a une exception pour les avocats dans ma réglementation, le RGPD. Si le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit de justice, je peux traiter les données. Alors, c'est l'évidence. Si je veux défendre un syndicaliste, il faut évidemment que je puisse invoquer le fait qu'il est syndicaliste et que ça justifie son comportement, ou euh, les données médicales pour la réparation d'un préjudice corporel. Quatrième chose que je voulais vous dire, les droits des personnes concernées. Donc, en fait, cette législation, elle protège les gens et elle leur donne à ces personnes concernées un certain nombre de droits. Le premier droit, et qui est le plus fondamental, c'est d'être informé sur une série de choses, les traitements, les finalités, les droits qu'on peut invoquer. Je vais revenir là-dessus quand je parlerai en fait du pendant. Ce droit d'information correspond à une obligation d'informer sur le responsable de traitement. Alors, une fois que je suis informé qu'il y a des traitements, bien, je peux accéder à mes données et donc je peux demander à Maître Coulet les données qu'il traite et qui me concernent et je peux demander quelles sont les finalités et pourquoi il traite ces données. Il va me donner toutes ces données et je vais pouvoir, par exemple, exercer mon droit de rectification et me rendre compte que dans sa base de données, il n'a mis qu'un seul T à en vote, alors qu'il en fallait deux. Et donc, je peux rectifier cela, mais je peux rectifier un certain nombre de choses. Je peux d'ailleurs m'opposer dans un certain nombre d'hypothèses. Si le fondement, c'est l'exécution du contrat, vous ne pouvez pas vous opposer à ce que j'ai votre nom, mais si vous avez, par exemple, consenti, vous pouvez à un moment donné vous opposer, ou si le fondement, c'est l'intérêt légitime, vous pouvez vous opposer. Vous allez pouvoir, en tant que personne concernée, également avoir un droit à la portabilité et donc recevoir toutes vos données parce que vous ne voulez plus qu'elles soient traitées, mais vous voulez les recevoir avant qu'elles soient effacées. Parce que vous pouvez aussi demander ce droit à l'effacement. Si j'ai vos données pour traiter un dossier et que ça fait 6 ans que votre dossier est clôturé, je n'ai probablement plus le droit de les conserver. On va voir qu'on doit minimiser la durée de conservation, mais en tout cas, il pourrait faire valoir ce droit à l'effacement. Et tous ces droits, dans la plupart des législations, on doit y faire droit dans un délai. Dans le cadre du RGPD, c'est dans le mois, sauf si c'est particulièrement compliqué, où là, on pourra aller jusqu'à maximum 3 mois, mais il faut répondre dans le mois pour prévenir de la raison pour laquelle on ne peut pas répondre.
Les obligations du responsable du traitement, vous voyez qu'elles sont de 9 ordres. Je ne vais pas toutes vous les présenter parce qu'il y en a qui sont plus anecdotiques, plus complexes et elles ne sont pas présentes dans toutes les législations à ma connaissance, mais je vais vous en présenter quelques-unes. La première, c'est le principe de responsabilité. Alors, on est dans un webinaire de la CIB où on défend le français, mais en réalité, le principe de responsabilité ne rend pas bien compte de ce qu'il y a derrière, et donc on a tendance à plutôt parler d'accountability, de prendre la version anglophone que le principe de responsabilité qui n'est pas d'une clarté folle. La comptabilité est plus claire, mais au moins on voit qu'il y a quelque chose. Et en fait, c'est simplement l'inversion de la charge de la preuve. Et donc, si l'autorité de contrôle, la CNIL par exemple, vous demande est-ce que vous avez bien respecté ceci, cela, eh bien c'est à vous à prouver, parce que vous avez gardé un certain nombre de documents, parce que quand vous avez réfléchi sur je vais avoir comme fondement non pas le consentement, mais l'intérêt légitime, vous allez avoir toutes ces documentations et vous allez pouvoir prouver que vous avez réfléchi et que votre raisonnement tient. Et donc il y a cette obligation qui est quand même une nouveauté importante du RGPD. La deuxième obligation, c'est une obligation de transparence. Je vous ai dit, les personnes concernées ont le droit d'être informées. Et le pendant, c'est qu'il faut informer de quoi? De la finalité de chacun des traitements, le fondement juridique, le délai de conservation. Dans l'hypothèse de mon cabinet, par exemple, nous ne gardons pas les données au-delà de 5 ans après la fin du dossier d'un client. Pourquoi? Parce que pendant 5 ans, en Belgique, on peut engager ma responsabilité et donc je dois avoir tout le dossier. Mais après 5 ans, le dossier est clôturé, j'ai rendu les originaux à mon client et je ne garde pas de copie puisqu'il ne peut plus engager ma responsabilité. Je ne vais plus garder que quelques informations pour des questions de blanchiment, mais tout le reste va être supprimé. Et donc, je vais informer sur ce délai de conservation. Les coordonnées du délégué à la protection des données, on parle de DPO, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais on reviendra là-dessus. C'est la personne responsable au sein de l'entreprise, du responsable de traitement ou du cabinet ici, du respect de la responsabilité de la protection des données. Les différents droits dont je vous ai parlé, le droit de retirer son consentement, le droit d'accès, la possibilité de plainte auprès de l'autorité de contrôle, et vous devez même donner l'adresse, le bâton pour vous faire battre. Vous dites qu'il est possible de, dans mon cas, introduire une plainte auprès de l'autorité de la protection des données. Et aussi, si vous prenez, si il y a une prise de décision automatisée, vous devez le signaler. Ça, dans un cabinet d'avocat, c'est plutôt rare que cela arrive. Et donc, je vous ai mis sur ces dias des extraits de la politique de protection des données de mon cabinet. Vous voyez que je mets donc le traitement, c'est la gestion de votre dossier. J'énonce les finalités, les catégories de données qui sont traitées. Je signale qu'il y a des données particulières, dans l'hypothèse où c'est un dossier médical, par exemple. Je signale que c'est indispensable parce que vous devez signaler si c'est obligatoire ou non de communiquer ces données. Les destinataires des données, c'est entre autres ces données que je vais recevoir, je suis susceptible de les donner aux magistrats, de les donner aux mes adversaires. La durée, et je vous ai dit que pour la gestion du dossier, je conserve 5 ans après l'achèvement du dossier. C'est donc écrit en ce sens. Une autre finalité, c'est la gestion de la relation contractuelle. Le respect des obligations légales en Belgique et dans un certain nombre d'États, on doit respecter une législation sur la prévention du blanchiment. Donc, je traite des données pendant là 7 ans, 10 ans même. Il y a la sécurité, la maintenance de mes installations. Et je signale aussi la localisation des données, puisque nous verrons, le RGPD, mais un certain nombre d'autres législations, estiment que les données n'ont pas à sortir du territoire national ou européen, sans en tout cas prendre un certain nombre de précautions. Donc, j'indique si je le fais ou pas, j'indique les droits, et vous voyez que j'indique comment porter plainte auprès de l'autorité de la protection des données si un de mes clients ou en tout cas une personne concernée voulait porter plainte.
Une obligation complémentaire, c'est de minimisation. Minimisation de la conservation, je vous ai dit, je ne conserve pas plus de 5 ans un certain nombre de données. Une minimisation des données, si un client demande ou un prospect demande à recevoir ma newsletter électronique, et je ne peux lui demander que son adresse email. Je ne peux pas lui demander son adresse postale. Son adresse postale n'est pas utile par rapport à la finalité qui est d'envoyer la newsletter. Et c'est aussi la minimisation dans les traitements opérés. Obligation complémentaire, celle de sécurité des données. Vous savez que l'informatique, mettre ça on parlait avec la Convention de Malabo, peut être l'objet de cyberattaques. Eh bien, il faut avoir un certain niveau de sécurité. Ce niveau de sécurité dépend de la criticité des données. On doit sans doute moins protéger une base de données pour l'envoi d'une newsletter que les données médicales de nos clients. Sachant que de toute façon, en tant qu'avocat, nous devons garantir le secret professionnel, donc on doit garantir cette sécurité, c'est a priori déjà quelque chose que nous faisons, et il va falloir gérer les incidents. Ces incidents, c'est des brèches de sécurité. Vous avez par exemple pris le train, vous avez dans votre poche une clé USB qui contient la liste de vos clients, et malheureusement, elle tombe de votre poche et elle se retrouve dans le train et vous n'en avez plus la possession. Vous avez ce qu'on appelle une brèche de sécurité, une fuite de données. Dans cette hypothèse, il va falloir procéder à une analyse, voir s'il y a un risque ou non pour les droits et libertés des personnes concernées. Il n'y a pas de risque, non. Alors c'est par exemple parce que la clé USB était chiffrée, elle était cryptée, et vous ne pouvez pas, personne ne peut détecter ne peut rentrer dans la clé parce qu'elle est chiffrée, a priori, vous pouvez considérer qu'il n'y a pas de risque. Ou bien elle n'est pas chiffrée, et là, à tout le moins, vous devrez le notifier à l'autorité de contrôle. Dans le cas du RGPD, c'est 72 heures. Dans d'autres législations, le délai est plus long ou plus court. Et puis, s'il y a un risque élevé pour les droits et libertés concernées, des personnes concernées, vous allez même devoir leur écrire à eux. Et là, évidemment, ça n'est pas drôle, parce que vous devrez écrire à vos clients. Vous savez, je suis le garçon qui doit respecter le secret professionnel. Eh ben, j'ai perdu vos données dans un train. Ça amène donc un certain principe de responsabilité qui fera qu'on sera beaucoup plus responsable. Obligation complémentaire, celle du régime déclaratoire. Et là, je cède la parole à Léon Patrice pour expliquer le régime des déclarations et demandes d'autorisation. Léon Patrice? Oui, Jean-François. Merci. Alors, par rapport, déjà, je voudrais faire remarquer que, voilà, je voudrais déjà faire remarquer que par rapport aux droits et obligations que tu as indiqués tout à l'heure, il y en a qui ne sont pas applicables dans toutes les réglementations. Tu as parlé, par exemple, tout à l'heure du DPO, du délégué à la protection des données. Ce n'est pas dans toutes les réglementations que sa désignation est obligatoire. Dans beaucoup de réglementations dans notre zone en Afrique, on nous demande juste d'indiquer le nom du service ou de la personne auprès de qui s'exerce le droit d'accès. La portabilité des données n'existe pas dans la plupart des réglementations. Il en est de même aussi pour l'obligation de notification. En ce qui concerne les fuites de données, la notification auprès de l'autorité de protection ou auprès des personnes dont les données font l'objet de traitement, ce sont dans la plupart de nos réglementations des dispositions qui n'existent pas. Comme je disais, le Bénin et la RDC ont pour le moment les réglementations en matière de protection des données à caractère personnel les plus évoluées, qui se rapprochent le plus du RGPD. C'est dans ces réglementations qu'on trouvera, par exemple, la plupart des indications, la plupart des droits et des obligations que tu as énumérés tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne les formalités dépendront du type de traitement. Je pense que Jean-François l'a indiqué tout à l'heure, la notion de traitement dans toutes les réglementations relativement à la protection des données à caractère personnel est définie de la manière la plus large possible.
La notion de traitement englobe toutes les manipulations possibles sur une donnée, que ce soit la collecte, que ce soit le stockage, la communication, la transformation, la suppression. Vraiment, la notion de collecte est large. Pour connaître les régimes qui sont applicables, il faudrait pouvoir identifier les types de traitements que l'on a dans nos différents bureaux, dans nos différents cabinets. Généralement, nous utilisons des logiciels de gestion. Ces logiciels de gestion, sauf dans les cas où les données sont stockées en local, on peut se retrouver à devoir stocker des données, par exemple, en France. Pour des logiciels qui sont vendus en France, la plupart des données sont hébergées en France. On peut avoir dans le cabinet un système de gestion des accès. Ce système peut fonctionner sur la base de cartes d'accès ou il peut fonctionner sur la base de données biométriques. Il faut par exemple appuyer son doigt pour que les portes s'ouvrent. On a par exemple aussi généralement des systèmes de vidéosurveillance. Pour des raisons de sécurité, les locaux sont surveillés par caméra et cela permet d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Autre type de traitement qu'on peut avoir, ce sont les fichiers des salariés. On garde généralement des informations sur les salariés, on garde leur situation matrimoniale, leur CV, la copie de leur pièce d'identité et bien sûr les informations sur nos clients. C'est généralement pour les besoins de la gestion de la relation client. Nous gardons toutes les informations qui vont nous servir à faire le KYC, l'identification du client, qui vont nous servir à faire le suivi de son dossier, mais aussi qui vont nous servir à faire les règlements le concernant. Ce sont notamment tout ce qui est les coordonnées bancaires de nos clients. Nous gardons aussi la copie de leur pièce d'identité quand il s'agit de règlement par chèque et nous avons besoin d'établir la preuve de la décharge de ce règlement. Alors, tous ces traitements obéissent à des formalités particulières. Généralement, dans nos réglementations, nous avons deux ou trois types de formalités à effectuer. Il peut s'agir d'une déclaration simplifiée, il peut s'agir d'une déclaration normale ou d'une demande d'autorisation. La demande d'autorisation concerne le traitement des données qu'on va considérer comme étant les données les plus sensibles. La déclaration normale, c'est la formalité normale qui est effectuée pour la plupart des types de traitements. Et la déclaration simplifiée correspond à une norme simplifiée édictée par l'autorité de protection qui dispense le responsable de traitement d'avoir à remplir un long formulaire et à donner un certain nombre d'informations, mais le responsable du traitement devra suivre un certain nombre et s'engage, déclare sur l'honneur qu'il respecte ces normes et accepte de se soumettre au contrôle de l'autorité de protection. Généralement, les appareils de gestion d'accès par carte, les fichiers des salariés, font l'objet d'une déclaration simplifiée. Parce que l'on estime que ce sont des déclarations qui ne nécessitent pas un certain niveau de formalisme. Et le responsable du traitement peut s'engager à respecter un certain nombre de règles qui sont définies à l'avance. Donc, généralement, dans les cabinets d'avocats, les systèmes de gestion des accès qui fonctionnent par carte, les fichiers des employés font l'objet d'une déclaration simplifiée. Font l'objet d'une déclaration normale, le fichier client qui sert à la relation client, qui sert à la gestion de la relation client, qui sert à effectuer le KYC. Généralement, ces types de traitements font l'objet d'une déclaration normale. Les demandes d'autorisation vont concerner les systèmes de vidéosurveillance, les systèmes d'accès qui vont fonctionner, qui vont collecter des données biométriques, les transferts de données à caractère personnel vers l'étranger. J'ai indiqué tout à l'heure les logiciels de gestion que nous utilisons le plus souvent en Afrique, ce sont des logiciels qui nous viennent d'ailleurs. Et dans le cadre de ces logiciels, nous alimentons des données, mais ces données sont stockées le plus souvent en dehors de nos pays. Ce n'est pas dans beaucoup de pays que nous avons une obligation de localisation des données. Et même lorsqu'on a une obligation de localisation des données, cette obligation porte sur des données généralement ciblées
qui ont trait généralement à la souveraineté de l'État ou à la protection de l'État civil. Ce sont des données qui sont conservées dans le pays. Et le reste, il n'y a malheureusement pas une obligation et nous utilisons le plus souvent des logiciels avec hébergement en France pour ceux qui utilisent des logiciels français. Donc, lorsque le logiciel transfère des données en France pour des besoins de stockage ou pour tout autre besoin, dans la plupart de nos réglementations, les transferts de données à l'étranger font l'objet d'une demande d'autorisation. Et donc, on aura une demande d'autorisation pour les données biométriques, on aura une demande d'autorisation pour les systèmes de vidéosurveillance, on en aura aussi pour les transferts de données à l'étranger. Merci, Léon Patrice. Et effectivement, il y a une série d'États, je suis loin de maîtriser toutes les législations africaines. Et je sais par exemple qu'au Rwanda, on a ces obligations de ce type-là. Mais en Europe, on a renoncé à cette idée de faire des déclarations et des autorisations parce qu'il y a trop de traitements et qu'en tout cas, les autorités de contrôle n'ont pas la possibilité de suivre. Au Luxembourg, je pense qu'ils sont par exemple une quinzaine dans l'autorité de protection des données, et donc ils ne sont absolument pas suivre, sachant qu'ils ont les traitements d'Amazon et d'Apple qui se passent chez eux. Donc c'est pas possible pour eux de suivre. Donc l'idée en Europe a été de dire qu'on doit tenir un registre des traitements qui globalement contient tout ce qu'on déclarait dans le temps. Et donc, ce registre va reprendre les différents traitements, les finalités, les catégories de personnes, les mesures de sécurité techniques et organisationnelles. Tout ça va être repris dans un registre et si l'autorité de contrôle le demande, elle pourra aller voir ce registre dans le cadre d'un contrôle, dans le cadre d'un incident de sécurité qu'elle voudrait investiguer. Et je vous montre ici le registre des traitements de mon cabinet. Et donc, vous voyez que nous avons 13 activités de traitement. On a utilisé le module simplifié en Word de la CNIL, qui est quand même beaucoup plus simple que les tableurs Excel. Le tableur Excel, il faut utiliser ça quand c'est une grosse entreprise, une multinationale, mais sinon le fichier Word de la CNIL fonctionne vraiment très bien. Et pour chacune des activités de traitement, j'ai une fiche. Et donc, vous voyez ici mon premier, donc c'est une fiche vierge. On voit les différentes choses que je suis censé donner par traitement. Et c'est assez facile à remplir. Obligation complémentaire, c'est celle de réaliser une analyse d'impact dans l'hypothèse où il y a un risque élevé. C'est obligatoire dans 3 cas, mais je ne vais pas vous parler de ça parce que c'est quand même très particulier au RGPD. C'est un enfer à faire, c'est ce que je peux en tout cas vous dire. Ça prend un temps considérable que les clients détestent payer, mais il y a de nouveau un logiciel qui est édité par la CNIL et que vous pouvez télécharger et qui est vraiment très bien fait. Alors attention, ça présente vraiment un intérêt de faire des analyses d'impact dans des hypothèses qui présentent des risques, donc ça vaut vraiment la peine, mais c'est quand même fort spécifique à la réglementation européenne. Obligation complémentaire, c'est celle relative au choix des sous-traitants. Ça, par contre, c'est beaucoup plus pratique et c'est très important. C'est cette idée de choisir des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes. Et le premier test pour voir si votre sous-traitant est conscient de ses obligations en matière de protection des données, c'est vous lui demandez à avoir un contrat qui respecte les mentions écrites obligatoires pour la sous-traitance. Et s'il vous dit qu'il n'en a pas, ça part déjà très mal. Ça veut donc dire qu'il n'a aucune notion de ce qu'il est censé respecter. Parce que la législation et d'autres législations imposent que nous ayons un contrat écrit qui règle un certain nombre de questions de protection des données dans un contrat. Et le simple fait de ne pas avoir ce contrat dans la législation européenne fait que vous commettez une faute et que vous pouvez déjà être sanctionné dans le simple fait de ne pas avoir ce contrat.
Alors, on a, je vous l'ai dit, des sous-traitants qui sont particuliers, parce qu'on a des informaticiens. Donc, si vous utilisez un logiciel de lettres d'information comme Mailchimp, par exemple, vous pouvez télécharger un avenant, un contrat de sous-traitance qui reprend toutes les différentes mentions. Mais on a des sous-traitants qui sont particuliers, qui sont nos collaborateurs. Et donc, mon barreau, dans le cadre du contrat de stage, mais aussi dans le modèle de contrat des collaborateurs, a prévu une annexe qui concerne les traitements de données interpersonnelles en tant que sous-traitant et règle toutes les questions. Et donc, la plupart d'entre nous utilisons cette annexe. On a, mais on peut également penser comme sous-traitant le fait que vous utilisiez WeTransfer pour envoyer des fichiers. Avec Léon Patrice, on s'est envoyé, et Madame Debay, on s'est envoyé des WeTransfer. L'avantage de WeTransfer, c'est qu'ils sont établis à Amsterdam. On peut utiliser Google Drive. Là, c'est déjà beaucoup plus, voilà, plus contestable. Et donc, c'est des sous-traitants, mais ça implique aussi, comme l'a dit Léon Patrice, des transferts vers l'étranger. Et le principe, dans le RGPD comme dans la plupart des législations, c'est qu'on ne peut pas sortir les données à caractère personnel du territoire qui est couvert par la législation. Alors, évidemment, ça n'est qu'une interdiction de principe et qu'après, on peut quand même transférer, sinon la vie deviendrait extrêmement complexe. Mais il faut utiliser alors un certain nombre d'outils qui vont nous garantir qu'on a un niveau de protection qui est adéquat dans l'autre État où on va. La Commission européenne a établi une liste de pays qui sont considérés comme étant safe. Alors, la plupart des pays ne servent strictement à rien parce que j'ai jamais envoyé mes données aux îles Féroé. Mais c'est vrai que je peux en tout cas y aller en sécurité. Et de façon beaucoup plus contestable, les États-Unis sont pour la troisième fois revenus comme étant un pays ayant un niveau de protection adéquat, mais c'est déjà réattaqué devant la Cour de justice. Mais en tout cas, pour l'instant, si le prestataire adhère à un cadre d'autorégulation qui a été jugé adéquat par la Commission européenne, alors on peut faire ce transfert sans autre procès. Sinon, on utilise essentiellement un contrat. Il y a des clauses qui ont été rédigées par la Commission européenne, mais il faut encore faire une analyse de la législation et des pratiques des États. Vous pouvez faire un contrat avec un prestataire chinois. Le pauvre prestataire chinois, il obéit à son autorité et donc le contrat ne pèsera pas lourd face aux lois sur les renseignements chinoises. Donc, il faudra toujours faire un audit. Et donc, comme l'a dit Léon Patrice, cette question du transfert est en elle-même un traitement et qui donc doit être encadré adéquatement. Je ne vais pas développer tout ça. Et alors, on en vient au délégué à la protection des données, qui en effet est le nouvel acteur que le RGPD nous a appelé. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un délégué à la protection des données. Ça ne l'est que dans 3 cas. Le premier cas, c'est si vous êtes une autorité publique, donc une mairie, une administration communale doit avoir un délégué à la protection des données. Si vous faites du profilage à grande échelle, alors vous devez avoir un délégué à la protection des données. Et si vous traitez à grande échelle des catégories particulières de données et des données pénales, alors vous devez avoir un délégué à la protection des données. Ce délégué à la protection des données, je vous l'ai dit, c'est un responsable qui veille à ce que pour le faire vite, parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de nuances que ça, mais qui veille à ce que dans l'entreprise, le cabinet, le RGPD soit bien respecté. Ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur la question du conflit d'intérêts pour le délégué à la protection des données, parce qu'il ne doit pas être dans la position de juge et de partie. Et donc, dans notre cabinet,
ce n'est pas un associé qui est délégué à la protection des données, puisque par définition, s'il y a une bêtise qui est faite dans le cabinet en matière de protection des données, c'est probablement un des associés ou le conseil d'administration qui a décidé de faire cette bêtise. Donc, ça ne peut pas être l'associé qui va se dire à lui-même, tu fais une bêtise, donc ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être le directeur du service informatique, parce que souvent, quand il y a une bêtise en matière de protection des données, le directeur informatique est quand même responsable de ce qui est arrivé. Donc, il y a cette notion de conflit d'intérêt qui est intéressante à examiner. Et alors, je voulais vous dire qu'en Belgique, nous avons un code de déontologie, que la section 7 est consacrée à la fonction de délégué à la protection des données. Madame Debert en parlera, on peut être délégué à la protection des données externes. Si c'est un avocat et un certain nombre d'avocats, dont votre serviteur, sont délégués à la protection des données pour des entreprises. On a un certain nombre d'obligations déontologiques, dont deux qui sont intéressantes. La première, c'est que l'avocat qui a conseillé l'entreprise en tant que délégué à la protection des données ne peut pas représenter la société dans un procès, dans un litige qui mettra en cause les traitements de données à caractère personnel dans lequel il a été mené. Et la deuxième chose, c'est rappeler que le conflit d'intérêts vaut même si on n'a pas été avocat, mais qu'on a été délégué à la protection des données. Je ne peux pas intervenir pour une partie adverse à la société pour laquelle je travaille. Mais ce délégué à la protection des données a un rôle proactif. Donc, en fait, l'idée, c'est, vous voulez lancer un nouveau traitement de données à caractère personnel, il participe aux réunions et il dit, est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il est indispensable de connaître le nom et le prénom des clients pour leur envoyer une newsletter informatique? Non. Eh bien, alors, je vous propose de respecter et au moins la bêtise n'est pas faite. Et donc, c'est une mesure assez intelligente d'avoir un délégué à la protection des données, mais ça n'est obligatoire que dans les trois cas que je vous ai énoncés. On en vient enfin à la question du contrôle et des sanctions. Madame Debay sera le bon interlocuteur là-dessus, et je fais valoir une législation belge, et elle parlera, elle, de la législation française, puisque nous avons obtenu, dans le cadre de la loi d'application du RGPD, donc il y a très peu de choses qui devaient être appliquées, mais il y a quelques points où on pouvait obtenir des modalités nationales. On ne peut procéder à un contrôle sans la présence d'un représentant de l'ordre professionnel qui va être là pour arbitrer sur ce point que vous voulez voir en tant qu'autorité de contrôle relève du secret professionnel et je ne vous le donnerai pas. Par contre, vous pouvez voir tout ça et voir si j'ai fait des bêtises en matière de protection des données. Et c'est donc, quelque part, on a appliqué la disposition qui existe pour les perquisitions en matière d'infraction pénale dans le cabinet d'avocats. Eh bien, pour ces infractions administratives que sont les violations du RGPD, on a cette protection du secret professionnel. Et ça, dans le cadre des travaux de relégislation qui, pour certaines, doivent être mises à jour, j'invite vraiment vos ordres à veiller à ce genre de choses ou à ce qu'on puisse traiter les données à caractère personnel, même sensibles, médicales et autres, pour la gestion des dossiers. Donc ça, c'est le rôle des ordres. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Vous avez un procès-verbal d'infraction qui est dressé et vous allez avoir une procédure écrite devant la section de contentieux. On peut néanmoins demander à être entendu. Il n'adore pas, mais il faut toujours y aller. Nous sommes des plaideurs après tout, et on peut défendre nos clients ou se défendre nous-mêmes. Madame Debay reviendra, on peut avoir des sanctions qui sont quand même chères et vilaines. On peut se retrouver avec des sanctions qui vont jusqu'à des 20 millions d'euros. Et en tout cas, vous verrez que Google et Facebook ont pris cher ces derniers temps. Et alors, ce qui est une particularité, c'est que vous devez payer dans les 30 jours cette amende administrative. Et donc, vous pouvez introduire un recours, et en Belgique, il faut entre 1 an et 2 ans avant d'obtenir la décision de recours. Donc, vous aurez payé immédiatement, et on verra dans 2 ans si vous récupérez
le montant de l'amende qui peut être très important et qui en réalité est fonction du chiffre d'affaires de la société et donc il est toujours significatif par rapport au chiffre d'affaires. Je voulais vous dire que les contrôles, en tout cas en Belgique, ne se font pas que sur des grands traitements, des grands profilages par Google et les autres. Un bourgmestre, un maire en droit français, reçoit un email d'une famille d'administrés qui souhaite construire et demande son appui pour obtenir un permis d'urbanisme, ce qu'il fait. 2 ans après, il se représente aux élections communales et il se dit, alors, je vais aider ces gens. Donc, il prend l'email et il fait une réponse à l'email en disant, vous vous souvenez, ci-dessous, je vous ai donné un coup de main, n'oubliez pas de voter pour moi demain. Eh bien, il a reçu l'email de ses administrés pour régler le problème d'urbanisme, pas pour envoyer ses tracts électoraux. Il s'est pris une amende administrative de 2000 euros pour chacun des emails qu'il avait envoyés. Ou un entrepreneur envoie un email circulaire à tous ses clients pour leur dire « Je fais une promotion cette semaine » et il met les adresses email toutes visibles et pas en copie cachée. Il a donc communiqué les adresses email de tous ses clients à tous ses clients. Il y a donc une brèche de sécurité. Et dans cette hypothèse-là, il a pris une réprimande, mais une réprimande, c'est déjà une sanction, et la prochaine fois, il prendra plus cher. Et donc, vous voyez que dans mon pays, en Belgique, on peut sanctionner des choses qui sont quand même très anodines et que de plus en plus, on respecte la protection des données en raison de cette sévérité de notre autorité des données. Mais Léon Patrice, tu pourrais nous faire part de ce qui se passe au Sénégal. Alors, la situation au Sénégal en termes de contrôle et de sanctions, nous n'avons pas une activité aussi importante comme cela se voit en Europe ou en France avec la CNIL. Mais la Commission des données personnelles du Sénégal a effectué beaucoup de missions de contrôle, soit sur la base de signalements qui ont été reçus de personnes qui ont estimé que les traitements ne sont pas conformes à la réglementation, ou de son propre chef. La Commission a estimé devoir aller faire des missions de contrôle au sein de certaines entreprises. Ces missions de contrôle aussi ont été justifiées parfois par des déclarations simplifiées. Comme je vous l'ai dit tantôt, il y a possibilité de faire des déclarations simplifiées dans certaines matières. Et pour ces personnes, pour ces déclarations simplifiées, la Commission a eu à faire des missions de contrôle. Dans ces contrôles, je vais dire plutôt, la Commission des données personnelles au Sénégal a une approche très pédagogique jusqu'à ce jour, parce que la Commission non seulement invite les responsables de traitement à venir faire leurs déclarations, mais la Commission les accompagne dans les formalités, les assiste dans le remplissage des différents formulaires et les accompagne pour se mettre en conformité. Malheureusement, comme c'est toujours le cas, il est arrivé que des responsables de traitement, malgré le fait qu'elles aient été invitées à se conformer à la loi, ne le fassent pas, que la Commission prenne des mesures de sanction. À ce stade, il n'y a pas encore eu d'amende. C'est plus des mises en demeure qui ont été envoyées ou des avertissements qui ont été envoyés aux différents responsables de traitement, mais il n'y a pas encore eu de sanctions pécuniaires. Par rapport à l'activité, le contexte chez nous actuellement, c'est le parrainage en vue des élections présidentielles, mais on a vu des responsables politiques pendant les élections locales se faire sanctionner parce que certains ont mis en place des outils informatiques qui appelaient dans les maisons sur les numéros de téléphone de certaines personnes en les invitant à voter pour leur candidat ou en les invitant à parrainer un certain nombre de candidats. Et il y a eu un politicien assez bien connu qui a fait l'objet de sanctions pour avoir utilisé ces mécanismes-là pour inviter les électeurs à voter
pour lui. Il y en a eu d'autres. Il y a eu des sociétés aussi bien connues qui ont fait l'objet de sanctions. Et aujourd'hui, les rapports trimestriels de la CDP sont très, très attendus parce que dans ces rapports, toutes les personnes qui ont été épinglées pour des questions de violation de la réglementation ou qui ont reçu des mises en demeure ou des avertissements sont listées dans ce rapport. Et ce rapport fait les choux gras de la presse qui se donne un malin plaisir à titrer que dans tel hôtel de la place qui est bien connu, des caméras de surveillance sont installées dans les chambres. Voilà, autant d'éléments aujourd'hui qui font que les rapports de la commission, les rapports trimestriels sont particulièrement attendus parce que certains les utilisent pour faire la une des journaux. Donc, pour résumer, la commission a une démarche jusqu'à présent assez pédagogique, une démarche qui consiste toujours à inviter et à accompagner. Et dans les rares cas où des responsables de traitement ne se sont pas conformés, la commission a eu à prendre des sanctions, mais jusque-là, qui ne sont pas allées à un niveau, je veux dire, qui n'a pas consisté à prononcer des amendes. Autre élément utilisé par la commission des données personnelles, surtout dans les demandes d'autorisation de vidéosurveillance, en ce qui concerne les sous-traitants, la commission bloque systématiquement les dossiers des demandeurs d'autorisation dont les sous-traitants ne sont pas conformes. Donc, c'est une manière d'obliger les sous-traitants en matière de déclaration, je veux dire les sous-traitants de tous les types de traitements d'ailleurs qui ne sont pas conformes à se conformer, parce que tant que le responsable du traitement, le sous-traitant ne s'est pas conformé, le dossier du responsable du traitement n'est pas examiné. Voilà globalement en ce qui concerne la commission. En matière judiciaire, en ce qui concerne les sanctions pénales, il y a eu des dossiers dans lesquels des personnes ont été arrêtées, déférées et jugées. Et la particularité des infractions en matière de données à caractère personnel, c'est que ce sont des peines qui sont très lourdes qui sont prononcées, des peines pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et des amendes pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs CFA. Et donc, les dossiers pénaux qui sont passés devant les juridictions, ce sont généralement des dossiers qui ont été sanctionnés par de lourdes condamnations. Voilà, globalement. Madame Debay, vous avez la main pour... Merci. Donc, je ne vais pas continuer tout de suite sur les sanctions, comme Jean-François vous l'a dit, puisque donc je suis professeur de droit, mais je suis aussi membre de la CNIL. Mais c'est à titre de mes fonctions de professeur de droit que je parle aujourd'hui, mais je vais néanmoins vous mentionner certains éléments qui sont liés à la pratique de la CNIL dans le domaine. Alors, en premier lieu, ce qu'on peut dire, évidemment, j'arrive pas, est-ce que, voilà, pardon. C'est que la protection des données, c'est évidemment une préoccupation centrale pour les avocats qui sont amenés à traiter chaque jour des quantités importantes de données. Je pense que Jean-François l'a dit, et il a dit aussi qu'il y avait évidemment deux types de traitements. L'avocat dans la gestion des données internes de son cabinet qui est un responsable de traitement comme un autre, il n'y a rien de spécifique. Et l'avocat dans le cadre de son activité judiciaire auprès de ses clients et pour lequel il y a souvent une adéquation entre les obligations du RGPD et l'obligation au secret professionnel. Mais c'est pas toujours évident parce que, par exemple, il se pose des questions relatives au droit d'accès et là, la demande de droit d'accès d'un client, enfin pas d'un client, par exemple, d'un adversaire, peut poser des problèmes au regard de l'obligation de secret professionnel alors que ce droit d'accès est prévu par le RGPD. Alors, du coup, il y a des spécificités dans le RGPD, dans la ville pour les traitements des données des clients des avocats, bon, qui sont pas forcément spécifiquement mentionnées ainsi, mais on peut les envisager pour les traitements des données des clients. Jean-François a envisagé la dérogation pour la possibilité de traiter des données sensibles qui est prévue à l'article 9.2f du RGPD. Et il a mentionné le fait que le traitement était nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice.
Nous avons dans la loi informatique et liberté l'article 46. Alors, vous le savez peut-être, mais le RGPD laisse une grande marge d'appréciation aux États s'agissant du traitement des infractions, relatives aux données liées à une procédure pénale. Et les États sont donc tous intervenus, et l'État français est intervenu dans sa loi d'intégration du RGPD, et notamment l'article 46 de la LIL prévoit que les traitements de données relatives aux infractions peuvent être faits par les auxiliaires de justice pour les stricts besoins de l'exercice de des missions qui leur sont confiées par la loi. Bon, c'était déjà le cas avant 2018. Ensuite, dernier point que je voulais mentionner au passage, puisque Jean-François a parlé de l'obligation de faire une AIPD. Cette obligation, le 91e considérant du RGPD en dispense les avocats, mais uniquement pour les traitements concernant un avocat exerçant à titre individuel. Donc, c'est une dispense qui est quand même limitée. Et la CNIL, dans une délibération qui a porté adoption de la liste de types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact n'est pas nécessaire, a fait figurer cette exception qui est prévue par le considérant du RGPD. Alors, autre spécificité qui a là aussi été déjà évoquée par Jean-François, l'avocat peut être nommé DPO ou DPD. Effectivement, au sein de la CNIL, on a beaucoup de militants pour le terme DPD plutôt que DPO, donc délégué à la protection des données ou Data Protection Officer. Le responsable de traitement, donc s'il choisit un DPO externe, peut choisir un DPO personne morale, un cabinet d'avocat, ou un DPO personne physique, qui sera aussi un avocat. C'est une question qui a déjà été abordée par Jean-François, et il me semble que l'on a, mais je ne suis pas spécialiste de la réglementation interne, mais dans le règlement international des avocats, des dispositions similaires sur l'exercice de la fonction de DPO et les incompatibilités que ça peut poser dans la possibilité de défendre, par exemple, un client, etc., etc. Donc, on a les mêmes dispositions. Elles sont mentionnées dans le guide pratique du Conseil national des barreaux dont je vais parler, mais je ne les connais pas très bien. On a aussi des DPO pour les cabinets d'avocats, et il y a uniquement une centaine de cabinets en France qui ont désigné un DPO. Donc, peu ont senti le besoin de le désigner. En même temps, le guide du CNB dont je vais parler mentionne le fait que la désignation n'est pas obligatoire. En conséquence, peut-être beaucoup de cabinets ont pensé que ça n'était pas nécessaire. Alors, deux points dans l'exposé que je vais faire, rapide, parce qu'il est déjà tard. Premier point sur la mission d'accompagnement de la CNIL, et deuxième point sur les contrôles et les sanctions. S'agissant de la mission d'accompagnement de la CNIL a une convention de partenariat avec le Conseil national des barreaux depuis 2010, qui a été renégociée plusieurs fois, et notamment en 2009, et qui est en cours de renouvellement. Et la CNIL aussi a relu très attentivement la deuxième édition du guide pratique du Conseil national des barreaux, du barreau de Paris et de la conférence des bâtonniers, qui est élaboré pour la profession d'avocat. Alors, c'est un guide qui est vraiment remarquable, il est complet, il est clair, il est vraiment très, très bien fait. Il y a beaucoup d'autres actions du CNB, le Conseil national des barreaux, sur la proposition de mention d'information, les outils d'auto-évaluation, comme je mentionnerai plus loin. Donc, dans la convention de partenariat, il y a plusieurs axes, des actions de formation, des actions de promotion de la fonction de DPO, des démarches de sensibilisation d'information, voilà, bon, bref, et de la possibilité de poser des questions plus directement à la CNIL. D'autres exemples d'accompagnement proposés par la CNIL que je vais mentionner, mais honnêtement, je ne vais pas développer. La CNIL a aussi proposé un accompagnement au barreau de Paris et à la conférence des bâtonniers, notamment par la remontée plus facile de questions qui se posaient. Ils se posaient des questions sur les contrats de sous-traitance, par exemple, ou sur les durées de conservation des données. Mais il faut savoir que la charte d'accompagnement des professionnels éditée par la CNIL précise que les professionnels du droit, par exemple les avocats, disposent d'une expertise juridique et ne rendant pas le traitement de leurs demandes prioritaire. Ce qui veut dire que les avocats, quand ils s'adressent directement à la CNIL, ne sont pas prioritaires alors qu'ils ont une voie d'accès privilégiée par le biais de ces conventions ou de cet accompagnement. Mais sinon, c'est un peu débrouillez-vous tout seul. Il y a d'autres personnes qui sont, dans le cas, enfin, en tout cas, qui ont moins de compétences que vous pour comprendre la loi. Donc, trois messages que la CNIL essaye de faire passer. L'importance de la réglementation dans le cadre de la gestion des cabinets d'avocats. L'importance de l'impact de la réglementation sur les modalités d'exercice de la profession, ça c'est des sujets que les avocats connaissent bien, l'open data des décisions de justice, la gestion des annuaires d'avocats, et l'importance pour l'avocat DPO d'être à jour sur les évolutions de la réglementation. Ce sont les trois messages principaux que la CNIL veut faire passer. Alors, on peut penser qu'il y a un fort accompagnement, alors là-dessus je ne saurais pas le dire, peut-être qu'on pourrait faire plus à la CNIL,
En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le secteur s'organise très bien. Le guide, il est parfait. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'outils. Néanmoins, l'auto-évaluation proposée par le CNB sur le niveau de conformité au RGPD des avocats, courant mai 2023, sur 700 répondants, 51% ont un niveau novice et sur cette population-là, seuls 23% des novices ont mis en place des mesures basiques telles que l'ajout des mentions d'information sur les différents outils. Seuls 3% des avocats novices ont mis à jour les contrats signés avec leurs prestataires et aucun des répondants novices n'a déterminé de procédure de violation des données. 36% d'avocats auraient un niveau intermédiaire, 87% d'entre eux auront mis en place les mesures basiques que j'ai mentionnées, 64% ont mis à jour les contrats signés avec leurs prestataires, 29% ont déterminé des procédures de violation des données et 13% sont au niveau expert. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la réalité pour une profession de juriste, elle est quand même pas extraordinaire. Et c'est vrai que moi, j'ai été membre de la CNIL entre 2004 et 2009. À l'époque où on faisait des déclarations, on disait toujours que les cabinets d'avocats ne déclaraient strictement rien, jamais. Donc, que c'est une pratique des cabinets de ne pas faire de déclaration. Donc, d'où sans doute l'intérêt des contrôles et des sanctions. Alors, sur les contrôles, c'était effectivement très intéressant d'avoir l'éclairage du droit belge parce que nous, les avocats, n'ont pas obtenu la même chose du législateur puisque il est prévu que des contrôles sont possibles dans tous les lieux, même ceux qui sont, enfin, où les avocats exercent leur profession. Donc, l'accès aux lieux servant à la mise en œuvre d'un traitement de données est possible avec l'autorisation du juge des libertés de la détention pour les locaux affectés au domicile privé. Le responsable des lieux a toujours le droit de s'opposer à la visite, néanmoins. Alors, c'est peut-être le pendant de la législation belge. Et le secret professionnel peut être opposé s'agissant du secret entre un avocat et son client. C'est un des secrets qui est mentionné dans la liste des secrets qui peuvent être opposés au contrôleur dans le cadre des contrôles. Alors, il faut néanmoins documenter, évidemment, hein, quand on s'oppose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la loi informatique et liberté a prévu pour l'accès aux données médicales le fait que le contrôle se ferait sous l'autorité et en présence d'un médecin. Et elle ne l'a pas fait pour les avocats, alors l'équivalent qui serait peut-être un délégué du bâtonnier. Et du coup, on va voir que ça a des conséquences en termes de contrôle, des conséquences importantes. Alors, les chiffres de la CNIL 2022 sur le montant, enfin le nombre global pardon, de contrôles, c'est 12 000 plaintes, 345 contrôles. Alors ça peut sembler peu, mais c'est des contrôles compliqués à organiser. Il y a des contrôles sur place, 143 contrôles sur place, 128 contrôles en ligne et 43 contrôles sur pièce et 31 auditions. L'origine des contrôles, c'est des thématiques annuelles de contrôle qui sont publiées sur le site. Ça peut être euh, la télésurveillance, ça peut être enfin, pardon, le télétravail, ça peut être le cloud, comme c'était le cas, je crois, l'année dernière. C'est les réclamations et les signalements. C'est le salarié qui n'est pas content ou la personne qui est filmée qui vient se plaindre. Et c'est les investigations liées aux sujets identifiés par la CNIL. Par exemple, il y a quelques années, on a identifié les nouvelles mobilités comme un sujet, le déplacement avec les trottinettes en libre service, etc., etc. Et donc, on a fait toute une série de contrôles dans ce secteur. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a très peu de plaintes concernant les avocats, alors c'est sans doute une bonne chose, et il y a très peu de contrôles pour le moment, sauf sur les questions RH où il y a pu y en avoir, qui sont l'hypothèse où l'avocat est dans un rôle classique de responsable de traitement, c'est pas très spécifique. Et il me semble que justement les causes de ce faible nombre de contrôles, c'est l'opposabilité du secret professionnel, une procédure qui est peu formalisée par le texte, contrairement au contrôle sur les médecins. Et donc, je me posais la question de savoir s'il faudrait envisager la possibilité de détacher un avocat du CNB ou un délégué du bâtonnier, comme on le voit dans le cadre des procédures pénales, pour permettre un contrôle enfin, plus facile de ces traitements. En tout cas, la réalité, c'est que pour le moment, la CNIL va assez peu, voire pas du tout les contrôler à cause de toutes ces questions de secret professionnel. On se dit, on va nous opposer toujours le secret professionnel, donc on n'y va pas. Et il est possible pour la présidente dans le texte de désigner un expert pour accompagner la délégation de contrôle. Donc cet expert pourrait éventuellement être un avocat, mais pour le moment, ce qu'on peut dire, alors c'est pas que tous les avocats français qui écoutent doivent avoir l'impression que la CNIL ne fera jamais de contrôle chez eux, mais c'est juste que pour l'instant, en tout cas, il y a eu très très peu de contrôle. Il n'y a pas eu de contrôle quasiment sauf sur les questions RH. Alors s'agissant des sanctions, comme vous l'a dit Jean-François, les sanctions financières prévues par le RGPD sont extrêmement lourdes. Pour des manquements standards jusqu'à 10 millions d'euros,
ou pour une entreprise 2% du chiffre d'affaires annuel mondial, pour les manquements plus graves jusqu'à 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires mondial. La procédure a changé beaucoup et les responsables de traitement ont eu un vrai choc. C'est-à-dire qu'avant 2016-2018, parce qu'il y a déjà eu un changement dans la loi en 2016, mais qui est ponctuel, il y avait une chance donnée aux responsables de traitement de se mettre en conformité. C'est-à-dire que dans la procédure, on était obligé d'envoyer ce qu'on appelle une mise en demeure et dire aux responsables de traitement, par exemple un avocat qui traiterait des données qu'il n'a pas à traiter, des traitements des données disproportionnées par rapport aux finalités, de lui dire attention, vous traitez des données disproportionnées, vous devez rectifier ça. Et si le responsable de traitement rectifiait, à ce moment-là, on ne pouvait plus sanctionner. On était obligé de dire bon, ben, c'est très bien, on ne peut pas passer à la sanction. Dans la loi de 2018, il y a un passage, et dans le RGPD, un passage direct à la sanction. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire au responsable de traitement, attention, c'est pas bien ce que vous faites, etc., etc. On peut directement les sanctionner. Et ça, c'est la présidente de la CNIL qui décide d'orienter la procédure vers la sanction directe ou vers la mise en conformité. Et ça, c'est vrai que ça a beaucoup choqué les responsables de traitement qui nous ont dit, mais c'est pas dans votre pratique de l'accompagnement, pourquoi vous allez directement nous sanctionner? Et donc, les chiffres 2022 et le bilan global, bon, les chiffres en 2020, il y a une amende de 35 millions d'euros contre Amazon et 100 millions d'euros contre Google sur la question des cookies. Alors, les autorités de protection des données nationales restent compétentes uniquement sur la question des cookies. Sur les autres questions qui sont, parce qu'elles sont couvertes par la directive e-privacy, qui ne prévoit pas un guichet unique. Pour les autres questions, notre problème, pas notre problème, c'est que souvent c'est l'Irlande qui est compétente et donc on ne peut pas faire grand-chose. Bon, Amazon, c'est Luxembourg, ils ont été sanctionnés par Luxembourg. En 2021, 15 amendes sur un total de 18 sanctions pour un montant cumulé de 214 millions d'euros. En 2022, 147 mises en demeure, dont 22 publiques, 21 sanctions prononcées, 19 amendes pour 21, sur ces 21 sanctions, pour un montant total de 101 millions d'euros. Et de 2018 à 2022, montant cumulé d'amendes dépassant un demi-milliard d'euros, qui va directement dans les caisses de l'État, hein, de Bercy. On n'en touche pas un centime, évidemment, à la CNIL. Alors, ce qui va encore rassurer les avocats, c'est que je n'ai trouvé, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, je n'en ai pas trouvé, aucune sanction prononcée contre des avocats depuis 1978. Alors, bon, de 78 à 2004, on n'avait pas un pouvoir de sanction, la CNIL n'avait pas un pouvoir de sanction extraordinaire, puisqu'ils avaient juste la possibilité d'un avertissement. En revanche, les bons clients, enfin relativement, sont les huissiers. Et je vous ai mis bon, deux délibérations, 2009, et la date de la deuxième n'est pas mentionnée, mais c'est 2006 avec ce qu'on trouve dans ce qu'on a pu trouver lors de contrôles dans les fichiers des huissiers, dans les zones qu'on appelle les zones bloc-notes, hein, où chacun peut laisser libre cours à sa créativité. Donc voilà, on voit bien, il y a des données sensibles, des biteurs opérés. Alors il y avait des plus pour pas mentionner certaines données encore plus sensibles. Donc on voit bien que c'est cancer du sein. Voilà, bon, bref. Et puis en 2006, c'était encore plus direct, c'était séropositif depuis 23 ans, opération cancer des intestins, incarcéré au Beaumet, etc., etc. Bon, bref. Donc il y avait un peu de tout, des données de santé, des données relatives aux infractions, donc ça n'avait pas à figurer dans ces traitements et les huissiers ont été sanctionnés. Bon, à l'époque, les sanctions étaient de très, très faible importance, mais je ne l'ai pas noté. Et on a prononcé, enfin la CNIL a prononcé une sanction contre un AER professionnel à la demande d'avocats, mais pas des avocats, donc sur la diffusion de coordonnées professionnelles figurant sur le site d'une association, avec l'impossibilité d'obtenir l'effacement dans l'annuaire qui était en ligne sur Internet. Donc, vous voyez, la sanction de 10 000 euros, c'est pas non plus très, très, comment dire, très violent comme type de sanction. Et puis, ça ne fait pas tellement peur. Enfin, ça dépend. Je pense que là, c'était une association, donc peut-être que ça a eu des répercussions importantes. Et donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas parce que la CNIL n'a pas fait de contrôle et n'a pas prononcé de sanction que les avocats doivent se dire c'est parfait, il n'y a aucun risque de sanction, je vais pas me mettre en conformité parce que évidemment les risques de sanction ne sont pas négligeables et surtout, et Jean-François en a parlé, c'est la question de l'obligation de sécurité, c'est une question majeure hein, pour les cabinets d'avocats. Je pense que vous connaissez mieux le sujet que moi. Il y a plusieurs cabinets qui ont fait l'objet d'attaques informatiques par ransomware, notamment des dossiers d'instruction qui se sont retrouvés en libre accès sur Internet dans des affaires très médiatisées. Il y a eu beaucoup de notifications de violation des données à la CNIL. Donc, quand vous avez une faille de sécurité, quand des données sortent, vous devez, si les risques peuvent pas, si les risques sont trop importants, vous devez le signifier aux autorités de protection des données. Donc, on a beaucoup de notifications de la part des avocats. Et il y a une note de l'ANSSI, qui est l'agence de l'État qui s'occupe de la cybersécurité, sur l'état de la menace cyber pour les cabinets et qui donne des conseils aux avocats sur la sécurisation. Bon, bref, je pense que
enfin, en tout cas, c'est des éléments sur lesquels on doit mettre, enfin, on doit accorder à ces éléments une grande importance parce que là, c'est même pas nécessaire que la CNIL aille dans un cabinet d'avocats pour sanctionner, hein. Ça se fait assez facilement. Et un autre élément que je peux mentionner, a été mise en place récemment une procédure de sanction dite simplifiée qui permet de traiter plus rapidement, parce que c'est vrai que malgré tout, on peut considérer qu'on a prononcé, là, si je reviens au nombre de sanctions qu'on a prononcées, on prononce en gros une vingtaine de sanctions par an, c'est pas beaucoup, hein. On aimerait faire mieux. Et donc, pour faire mieux, on a suscité une modification de notre loi, enfin la CNIL a suscité une modification de notre loi, et donc pour les dossiers complexes ou de faible gravité, il y a une procédure qui est plus simple. Le rapporteur est un agent des services, le président ou un membre qui désigne, en pratique c'est souvent le président, c'est tout le temps le président, statue seul, il n'y a pas d'audience sauf si l'organisme demande à être entendu, les sanctions sont de faible importance, un montant maximum de 20 000 euros, une injonction sous astreinte plafonnée à 100 euros par jour de retard, et les sanctions ne peuvent pas être rendues publiques. Alors, dans le lot de ces sanctions, je ne pense pas qu'il y en ait qui concernent les avocats, mais comme elles ne sont pas publiques, je n'en sais rien. Et juste enfin, pour un élément de comparaison, enfin, la CNIL a sanctionné des médecins qui exerçaient à titre libéral pour défaut de sécurisation des données aussi, j'ai oublié de le mentionner. Mais comme je vous l'ai dit, enfin, la difficulté, c'est que on n'a pas de procédure très suffisamment peut-être encadrée pour les avocats, à mon sens. Et donc, en conclusion, la nécessité pour la CNIL de cette double approche prévue par le RGPD, un accompagnement qui j'espère est suffisant, mais en tout cas, on a de nombreuses structures au niveau des avocats qui font cet accompagnement, et des sanctions de l'autre, même si jusqu'ici, elle en a peu prononcé. Jean-François, est-ce que tu veux reprendre la parole ou peut-être que on va Je crois qu'il y a pouvoir... un certain nombre de questions et donc on peut y répondre. Oui, c'est ça. Je vous propose de piocher un peu dans les questions qui ont été posées et de répondre à certaines d'entre elles, éventuellement à toutes si on a le temps. Étant précisé que j'avais annoncé l'arrivée de Bernard Vattier, du bâtonnier Vattier, mais que malheureusement, il m'a envoyé un message en me disant qu'il ne pourrait pas se connecter, mais qu'il pensait bien à nous. Voilà. Jean-François, je te laisse être maître de cérémonie pour la question pour les questions. Avant ça, je répondrai à la question des slides. Donc, pour tous ceux qui ont demandé les slides ou qui voudraient les slides, comme ça a été précisé au début, une fois qu'on aura l'autorisation de Madame le professeur Anne Debé, nous publierons la vidéo du webinaire et un podcast. Donc, ceux qui voudront consulter les slides, vous pourrez regarder la vidéo. Voilà. Très bien. Donc, il y a d'abord une question de Maître Laguerre. Comment savoir si une donnée est à caractère personnel? Et il y a deux questions pratiques qui vont me permettre de répondre à cette question. Est-ce que la voix d'une personne est une donnée à caractère personnel? Il y en a trois. Une adresse IP est-elle une donnée à caractère personnel? Le nom d'une personne exerçant une activité professionnelle est-elle une donnée à caractère personnel? Ce que j'ai évoqué comme définition, c'est une information relative à une personne physique identifiée ou identifiable. Et donc, est-ce que la voix d'une personne est une donnée à caractère personnel? Oui, si elle permet d'identifier quelqu'un. Et donc, il faudrait, c'est une question d'espèce, voir si la voix est suffisamment reconnaissable pour permettre une identification. Sachant que la Cour de justice a plutôt tendance à dire que dès que c'est possible, on serait plutôt face à une donnée à caractère personnel, et on le voit avec la deuxième question qui est est-ce qu'une adresse IP est une donnée à caractère personnel? La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur cette question et a dit que c'était une donnée à caractère personnel. Pourquoi? Parce que les service providers, donc les opérateurs de télécommunications, savent dire à tel jour qu'elle a distribué l'adresse IP à Maître Sarr et que donc c'était bien Maître Sarr qui était derrière cette adresse IP. Alors vous et moi, on n'a pas accès à cette information. En tout cas, il faut passer par une série de procédures judiciaires pour avoir cette information de l'opérateur de télécommunications, mais c'est techniquement possible. Donc la Cour de justice a estimé qu'une adresse IP était une donnée à caractère personnel.
peut-être qu'on dirait que c'est possible d'identifier une personne avec sa voix, et en tout cas, il y a un certain nombre de personnages célèbres qui peuvent être reconnus dès les premiers mots qu'ils prononcent. Et je vous ai bien dit que ce n'était pas une question de savoir si c'était une activité, si le nom d'une personne exerçant une activité professionnelle n'est pas important. Ce n'est pas une législation protectrice des consommateurs par rapport aux professionnels. C'est une législation qui est protectrice des personnes physiques. Et donc, l'adresse email d'Ismaël, même si elle est professionnelle dans le cadre de la CIB, à partir du moment où elle a son nom, c'est bien une donnée à caractère personnel. Et donc, l'annuaire ou le tableau dans lequel nous sommes tous pris, c'est bien de données à caractère personnel. Et la plus éclatante des données à caractère personnel, c'est le nom et le prénom. Et donc, il ne faut pas confondre vie privée et protection des données. Tout le monde connaît le nom et le prénom de Laurent Poulet, mais c'est ce qui permet de l'identifier. Et donc, ce n'est pas nécessaire peu importe qu'il ait un site internet sur lequel il met son nom et qu'il se vante, et en l'occurrence, c'est vrai, être le meilleur avocat du monde, c'est une donnée à caractère personnel. Sur la question de l'adresse IP, Oui. nous avons débattu en long et en large. Et aujourd'hui, en tout cas au Sénégal, la commission n'a pas de position sur la question parce que les commissaires eux-mêmes ne s'entendent pas sur la question de savoir si c'est une donnée personnelle ou pas. Une question est, quid des sauvegardes sur le cloud? Le cryptage est-il requis? Le niveau de sécurité, il est fonction, je l'ai dit, du caractère sensible et d'un caractère personnel. Le principe est qu'on doit quand même y a un niveau de sécurité minimal et qu'en fonction de la sensibilité, on augmente le niveau de sécurité. Alors, je pense qu'il ne faut pas être trop exigeant par rapport à l'informatique et par rapport au cloud, par rapport au local. Il est sans doute beaucoup plus facile de pirater ma boîte aux lettres, et en réalité prendre un pied de biche et d'aller chercher mon courrier, que d'aller essayer de pirater ma boîte email. Et l'informatique dans le cloud suscite des méfiances, mais en réalité, ces serveurs informatiques sont plus sécurisés que ceux que nous avons dans la plupart de nos cabinets, parce que nous n'avons pas les moyens et la compétence technique pour vraiment sécuriser de la même manière que les services cloud. Mais un certain nombre de données nécessitent de prendre des mesures complémentaires. Et donc, tout est une question d'espèce de mon point de vue, mais il y a aussi la question de l'ingérence des États. Et donc, j'ai évoqué le cas de la Chine. Comme ils peuvent donner une injonction aux prestataires de donner accès, vous avez là l'obligation, si vous êtes en dehors de l'État et qu'il y a un État qui donne des injonctions à ses prestataires, vous devez sans doute probablement sécuriser par le chiffrement. Alors, Jean-François, Oui, pardon. allez-y. Allez-y, pardon. Non, si je peux compléter, c'est vrai effectivement que le support est peut-être moins important que la sensibilité des données traitées. Et en conséquence, l'ANSSI propose, recommande en tout cas, de chiffrer tout quasiment, de chiffrer à la fois les postes en local, enfin vraiment d'être dans une politique de sécurité extrêmement stricte. Alors peut-être qu'elle est impossible à atteindre pour les cabinets d'avocats, mais en tout cas, il n'y a pas une distinction qui est faite entre les lieux de stockage des données, puisque toutes les données qui transitent par des cabinets d'avocats sont toutes des données quand même assez sensibles de toute façon. Alors, moi, je voulais aborder la question du cloud autrement parce que ce qui me vient à l'esprit, c'est une interpellation d'un client au moment où nous faisions les formalités de mise en conformité. Le client a ses données hébergées dans le cloud. Et donc, il se posait la question de savoir est-ce qu'il doit aller faire une formalité de déclaration ou est-ce qu'il doit aller faire la formalité de demande d'autorisation par rapport aux données dans le cloud. Alors, si on sait où les données sont dans le cloud et que les données sont localisées dans la zone où on est, peut-être que la question de la demande d'autorisation ne se pose pas. Mais globalement, généralement,
Nous, dans nos cieux, quand on parle de données sont dans le cloud, c'est qu'on est à peu près sûr que les données ne sont pas dans le pays. Et ce qui amène à dire que lorsque vous allez dans le cloud, lorsque vous mettez vos données dans le cloud, en termes de formalité, préparez-vous éventuellement à remplir un formulaire de demande d'autorisation de transfert de données parce que vous faites du transfert de données vers l'étranger. Les sociétés qui nous envoient des messages pour nous inviter à souscrire à leur offre violent nos données à caractère personnel. Exemple de société de téléphonie, si c'est le cas, que doit-on faire? Il faut voir la législation applicable dans chacun des pays. Si, en tout cas, c'est un opérateur européen, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez porter plainte en Europe auprès d'une autorité de la protection des données, puisque le traitement a lieu en Europe et qu'on est censé respecter la législation. Mais donc, il faut voir selon les États et porter plainte auprès de l'autorité de contrôle. Dans la plupart des pays, enfin, il y a de plus en plus de pays dans le monde qui ont une autorité de contrôle, et moi, je conseille d'aller auprès d'elles. Ça ne change peut-être pas la CNIL, mais elle ne coûte rien, contrairement à la procédure judiciaire qui, elle, impose un certain nombre de suivi. Et donc, a priori, l'autorité de protection pourrait agir sur ce type de plainte. Si je peux ajouter quelque chose, en France, mais c'est la France, on a en plus une liste d'opposition à la prospection téléphonique, hein, donc, qui s'appelle Blocktel, qui fonctionne relativement bien, je trouve, mais je pense que évidemment, ça n'existe pas forcément dans tous les pays. Ça a été assez long à se mettre en place en France. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se mettre sur cette liste et en principe, les personnes qui font de la prospection, quand elles respectent le cadre législatif, ce qui n'est pas toujours le cas, doivent vérifier que vous n'êtes pas sur cette liste pour pouvoir, enfin, si vous êtes sur cette liste, ils vous enlèvent de la liste des personnes qui peuvent appeler. Alors, chez nous, c'est plus un système de consentement à la prospection directe. Il faudrait avoir consenti à recevoir des messages et des offres promotionnelles. Si le consentement n'a pas été donné au préalable, la prospection devient illégale et il est possible de faire un signalement et même de saisir le procureur qui pourra engager une procédure pénale. Mais Alors, juste pour l'expérience veut qu'il n'y a ouais, jamais de poursuite, donc il faut mieux aller à ouais. l'autorité. Ouais, ouais. Et juste pour être plus précise, en Europe, c'est le cas aussi, mais ça dépend des modalités de prospection. Parce que là, je pensais que c'était par voie téléphonique, c'est-à-dire que la prospection par message SMS et courrier électronique, c'est une prospection pour laquelle il faut effectivement un consentement préalable ou être déjà en contact avec le commerçant qui vous a déjà vendu des produits similaires. Mais la prospection par voie d'appel, qui n'est pas une prospection automatisée, peut se faire, est régie par un droit d'opposition et pas par un consentement préalable. Bon, c'est les règles de la directive privacy. J'aimerais savoir si le responsable du traitement engage aussi sa responsabilité lorsqu'un sous-traitant engagé par un contrat de collaboration divulgue les données à caractère personnel de la personne concernée. Oui, c'est le principe. Il agit selon vos instructions, il ne respecte pas les instructions. C'est pour ça que vous avez une convention. Et au-delà de ça, c'est une infraction administrative et parfois une infraction pénale. Et accessoirement, dans notre métier, c'est une violation du secret professionnel qui est sanctionnée pénalement. Donc, en effet, un sous-traitant, et c'est pour ça que je disais que notre responsabilité est de faire appel à des sous-traitants informatiques, comptables ou collaborateurs qui sont particulièrement fiables, sensibilisés à cette idée de confidentialité et de secret professionnel dans le cadre de notre profession. Donc, c'est notre responsabilité qu'on engage et on l'engage à double titre. Certes, il y a des problèmes pénaux et contractuels, mais il y a surtout un problème d'image. C'est pour ça qu'on doit avoir des prestataires sous-traitants irréprochables. Et pour compléter, par exemple, les autorités de protection des données, notamment la CNIL, mais pas seulement, exigent non seulement qu'il y ait le contrat qui est prévu à l'article 28 du RGPD, mais exigent aussi que le responsable de traitement fasse des audits fréquents sur son sous-traitant pour vérifier qu'il respecte bien les engagements qui sont prévus dans le contrat. En fait, c'est-à-dire que la seule formalisation par un contrat n'est pas suffisante pour l'autorité de protection des données. Il faut en plus que vraiment le responsable de traitement
fasse des contrôles réguliers de son sous-traitant. En dehors de cela, le sous-traitant, maintenant, depuis le RGPD, peut aussi être sanctionné du fait de ses obligations, et ça peut être un choix de l'autorité de protection des données de n'aller voir que le sous-traitant ou que le responsable de traitement en fonction des contrôles qu'elle a fait. Mais en tout cas, le responsable de traitement est toujours comptable de ce que fait son sous-traitant. J'aimerais connaître la place des magistrats dans la protection des données personnelles. Un des grands intérêts du RGPD était d'être basculé d'une sanction pénale à une sanction administrative. Le problème, en tout cas dans mon pays et dans d'autres pays, c'était quel est le procureur du roi ou de la République, qui va perdre son temps à aller gérer un problème de spam à côté de la gestion d'un viol ou d'un meurtre. Il va toujours s'occuper des choses importantes. Alors, je pense que la protection des données est quelque chose aussi d'important, mais sans doute pas de la même manière, mais qui doit être traité aussi. Le législateur européen l'a estimé et a mis des sanctions administratives. Ça n'interdit pas la place des magistrats, mais on peut vraiment compter sur le fait que la CNIL, Conseil Core Business, veille dans la mesure de ses moyens au respect de ces législations, mais le magistrat a toujours sa place. Et donc, un des grands secteurs dans lequel les magistrats se prononcent en matière de protection des données, c'est celui des RH dont on a parlé. Régulièrement, dans les conflits entre un employeur qui a viré une employée pour vol, par exemple, elle a tapé dans la caisse et on l'a filmé, mais on n'a pas respecté la législation sur la protection des données, on va demander à écarter la preuve sur base de la législation sur la protection des données. Mais on peut demander aussi simplement le respect de la législation aussi de façon judiciaire, mais c'est des magistrats qui sont moins spécialisés, des procédures qui sont plus longues. Donc, mon choix est souvent d'aller devant l'autorité de la protection des données, rarement d'aller au judiciaire. Si je peux compléter, c'est exactement la même chose en France, et c'est la raison pour laquelle on a mis en place des sanctions administratives depuis 2004, hein, même avant le RGPD, depuis la directive 95, la transposition de la directive 82-95. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'affaires pénales, en fait, hein. Il y en a très peu. Si vous lisez il y a des dispositions dans le code pénal, si vous cherchez de la jurisprudence, vous en trouvez très peu. Et aussi, ce qu'on envisageait peut-être avec la création d'actions de groupe, c'est que peut-être la responsabilité civile pourrait jouer un rôle dans ce cadre-là, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas vraiment le cas. Il y a le problème de savoir quel dommage on pourrait indemniser, mais en tout cas, enfin, on comptait un peu là-dessus, sur le fait qu'il y ait des associations qui se saisissent des mécanismes qui ont été créés dans les différents États pour faire des actions en matière de protection des données. Et pour l'instant, alors, il y a des actions, mais par exemple, comme celle menée par Noib, None of Your Business et Max Schrems, mais pas vraiment de celles qu'on envisageait, des actions de groupe qui remettraient peut-être les magistrats au centre du processus, mais c'est pas le cas en tout cas aujourd'hui. Je sais pas comment c'est en Belgique ou dans d'autres pays, mais c'est vrai que les juridictions judiciaires enfin, sont très peu saisies de questions informatiques et liberté. Jean-François, est-ce que tu peux répondre à une dernière question si tu n'as pas fait le tour de toutes les questions? Je pense que j'étais interpellé sur la Ah, réglementation de la RDC. Oui, Euh, Quelqu'un qui me demande sur quelle base, je pense que la législation en RDC est l'une des plus avancées en Afrique. Pourquoi je le pense? Parce que la RDC a adopté récemment, si j'ai bonne mémoire, c'est en mars 2023, un nouveau code du numérique qui, entre autres dispositions, traite de la protection des données à caractère personnel. Et c'est une des rares réglementations que je connaisse qui institue, par exemple, une obligation de notification lorsqu'il y a des fuites de données à caractère personnel, qui instaure une obligation de désignation d'un DPO, qui réglemente de manière assez détaillée les relations entre le responsable de traitement et le sous-traitant, qui envisage même un préposé à la protection des données à caractère personnel. Aujourd'hui, ce sont des questions qui n'existent pas dans la réglementation sénégalaise, par exemple, qui date de 2008. C'est vrai que la RDC a maintenu les formalités,
ne les a pas enlevés comme c'est le cas avec avec le RGPD. Mais globalement, la réglementation en RDC en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel est quand même assez avancée comparée à certaines réglementations qui sont beaucoup plus anciennes. Lorsque j'ai examiné la réglementation du Bénin, par exemple, cette réglementation en ce qui concerne les données personnelles reprend pratiquement à l'identique le RGPD. C'est pourquoi je dis qu'en Afrique, il y a aujourd'hui, de ce que je connais, le Bénin et la RDC qui ont des réglementations assez poussées en matière de protection de données à caractère personnel, sachant que ces réglementations sont même en avance sur aujourd'hui la Convention de Malabo qui est complètement déphasée sur la question de la protection des données à caractère personnel. Cette convention, au moment où elle a été adoptée, certaines réglementations existant déjà dans des États étaient beaucoup plus avancées que la Convention de Malabo. Quand je prends le protocole additionnel de la CEDEAO, ce protocole aussi, sur beaucoup de ces aspects, est complètement déphasé par rapport aux standards de protection des données à caractère personnel. Donc, quand je parle de réglementation avancée, je vise les standards qui sont aujourd'hui utilisés en matière de protection des données à caractère personnel. Il y a une question que je trouve intéressante et qui est pratique, qui est-il possible de stocker dans OneDrive et d'utiliser des adresses Gmail? En fait, ça vaut la peine de regarder les conditions générales de Google et de comprendre que tout ce qui passe dans les mains de Google est lu. Alors, certes lu par un ordinateur, mais lu quand même. Et donc, avant même la question de la protection des données, se pose la question du secret professionnel, puisque tout ce qui passe par Google est lu pour vous adresser des publicités personnalisées, puisque c'est évidemment pour ça que vous êtes levé le matin, c'était pour recevoir une publicité personnalisée de Google. Et donc, non, on ne peut pas utiliser la version gratuite de Google. Alors, quand c'est une version payante, on a là d'autres garanties. Il n'y a pas cette contrepartie au service, mais la version gratuite, je la déconseille, et en tout cas, elle est interdite dans mon ordre. Donc, en Belgique, nous ne pouvons pas utiliser, en tant qu'avocat, un service comme Google, un service gratuit. Nous ne pouvons utiliser que des services payants avec des engagements en matière de sécurité et de confidentialité. Jean-François, je vais peut-être te laisser conclure. Oui, d'accord, mais je n'ai pas de conclusion particulière, si ce n'est que nous avons tous les trois répété que nous étions, en tant que cabinet d'avocats, des responsables de traitement comme les autres, que même si on a des niveaux de législation qui divergent, nos clients méritent qu'on protège leurs données à caractère personnel et on peut déjà commencer une démarche de mise en conformité en voyant ce qui se passe dans les autres pays voisins. Et pour ceux qui ont des législations qui peuvent être très strictes, j'évoquais tantôt la législation du Rwanda ou BIPAC, elle n'est pas rigolote. Et on a par exemple l'obligation de journalisation de tout traitement de données à caractère personnel, sans exception. Donc on se retrouve avec un certain nombre de législations qui sont de plus en plus élevées, mais en termes d'image, nous devons, nous, en tant qu'avocats, de ne pas avoir de fuite en matière de protection des données, de fuite de secrets professionnels. Donc, allons en ce sens. Et il y a de très bons outils à la CNIL que je vous invite à consulter et qui sont facilement téléchargeables. Merci. Bon, simplement un petit mot alors, parce que pour vous remercier, parce que ce webinaire nous a permis de mesurer tous les progrès qu'on avait à faire en tant qu'avocat en la matière. Merci infiniment d'avoir consacré votre temps à animer ce webinaire. Je crois vraiment que il n'y a jamais eu autant de participants. Ça prouve que le sujet a passionné les avocats et surtout la qualité de vos interventions. Donc voilà, merci encore à tous et à très bientôt. Merci. Merci. Si.